Une caméra furtive longe un couloir décrépit. Des lits d'enfants en métal rouillent sous la lumière crue. Bienvenue à Willowbrook, Staten Island, 1963. Ici, on servait l'hépatite au petit déjeuner pour faire avancer la connaissance. Comment l'Amérique post-Nuremberg a réussi à justifier cet enfer? Remontons le fil. Contexte historique, un hospice qui déborde, une société qui ferme les yeux. Au début des années 1950, Willowbrook State School accueille des enfants et des adolescents atteints de déficiences intellectuelles légères à profondes. Initialement conçu pour 4000 pensionnaires, l'institut en héberge déjà 6000. Lits superposés serrés, personnel insuffisant, hygiène précaire. New York n'a pas mieux. Les familles abandonnées par le système déposent leurs enfants en espérant soins et éducation. À la même époque, l'hépatite infectieuse flambe dans les casernes et les internats américains. Le National Institute of Health cherche désespérément un modèle humain pour comprendre le virus. Entre résidus de ségrégation et paternalisme médical, l'équation semble parfaite. Une population captive plus un problème de santé publique égale un terrain d'essai. Le but scientifique initial, contrôler une épidémie nationale. Le pédiatre Dr Saul Krugman et le virologue Dr Robert W. McCollum obtiennent en 1955 l'autorisation de mener des recherches à Willowbrook, avec le soutien de la New York University et l'aval tacite des autorités sanitaires. Les objectifs affichés sont alors clairs et très simples. 1. Décrire l'évolution naturelle de l'hépatite A et B chez l'humain. 2. Tester des mesures prophylactiques, des immunoglobulines et des vaccins expérimentaux. Et 3. Distinguer les deux formes d'hépatite alors confondues. Sur le papier, l'étude doit sauver des GI, des chirurgiens et des écoliers. Mais dans les couloirs de Willowbrook, elle va surtout enfermer l'épidémie entre 4 murs. Les expérimentations de la méthode à la dérive. Le cookie contaminé. Chaque mois, on recrute un nouveau groupe d'enfants soi-disant volontaires. En réalité, leurs parents signent un formulaire d'entrée qui exige la participation à l'étude pour obtenir une place qui est rare. Pour inoculer la maladie, on mélange des sels infectés à du chocolat liquide, un cookie ou du lait frappé. Le virus franchit alors l'intestin, la fièvre apparaît sous 10 jours, s'ensuit une jaunisse, des vomissements et des démangeaisons. Et Krugman consigne tout. Température, enzymes hépatiques, couleur des urines. Les enfants hurlent mais survivent. La mortalité est faible, assez pour publier une série d'articles qui feront alors autorité. Quarantaine graduée. Pour tester la réexposition, on déplace les enfants guéris dans une pièce avec d'autres, encore négatifs. Objectif, vérifier si l'immunité protège vraiment. Le bilan est simple, ceux qui ont développé des anticorps contre l'hépatite A résistent, pas ceux qui n'ont eu que l'hépatite B. C'est alors un pas décisif pour la virologie, mais clairement un pas en dehors des limites morales. Effet dose et série prolongée. Au fil des années qui passent, Krugman augmente la concentration virale pour raccourcir l'incubation, compare différentes souches et étire des cohortes pour observer des séquelles à long terme. Les dossiers internes montrent plus de 700 enfants directement inoculés entre 1956 et 1970. Racines de la dérive, vulnérabilité, paternalisme et racisme feutré. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi Willowbrook? Eh bien parce que la société voit ces enfants comme déficients, donc utiles à la nation via la recherche. Beaucoup sont issus de familles pauvres, italiennes, irlandaises, portoricaines ou afro-américaines. Le consentement éclairé, né à Nuremberg, reste lettre morte. Qui refuserait un lit propre quand toutes les institutions débordent? Les médecins parlent alors de petites gènes passagères, avec un silence assourdissant concernant la virulence réelle. Et Krugman, lui, se justifie. Ils auraient contracté l'hépatite de toute façon. Au moins ici, nous contrôlons la dose et offrons un suivi. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de la logique du moindre mal un outil de légitimation. Impunité et révélation tardive. En 1966, le jeune docteur Henry K. Beecher publie dans le New England Journal of Medicine un article choc sur 22 études éthiquement douteuses. Willowbrook y figure alors sous forme de paragraphes anonymisés, mais le scandale reste confidentiel. En 1972, le journaliste Geraldo Rivera s'infiltre, filme la promiscuité, les cris et les couches souillées. CBS diffuse alors Willowbrook, The Last Great Disgrace. L'Amérique découvre l'horreur.
Sous pression, l'étude s'arrête, mais Krugman reçoit toujours prix et honneur. Et ces articles resteront la base des premiers vaccins anti-hépatite A. Et il n'y a aucune poursuite pénale puisque le protocole a été approuvé par les instances de l'époque. En 1987, l'institution ferme. Les anciens pensionnaires obtiennent après un procès civil 2000 $ chacun et un mot d'excuse de l'État de New York. C'est très peu, sachant que pour beaucoup, leur foi est déjà cirrhotique et leur enfance, elle, a été dissoute dans le formol. Débat éthique, progrès contre dignité. Pour les défenseurs du projet, c'est assez simple. Les travaux de Krugman ont permis de distinguer l'hépatite A de l'hépatite B, sauvant des millions de vies. En plus, les enfants vivaient déjà dans un foyer endémique. La recherche a réduit l'aléa, offert un suivi médical. Pour les opposants, le consentement est biaisé. Les parents n'avaient pas d'alternative décente. Le fait qu'un mal existerait de toute façon n'autorise pas à le provoquer volontairement. Enfin, la réussite d'un vaccin ne blanchit pas la méthode. La fin ne doit pas justifier les moyens. La question, elle, persiste. Une découverte vitale justifie-t-elle de franchir la question du consentement? Et si oui, qui trace cette frontière? Conclusion, la leçon de Willowbrook. Willowbrook prouve qu'il suffit d'un public invisible pour que la morale bascule. Aujourd'hui, les comités d'éthique, les Institutional Review Boards et la déclaration d'Helsinki protègent la recherche. Mais chaque crise sanitaire relance la tentation. Aller plus vite, tester plus fort, pour le bien de tous. Enfin, quelques questions. Quand les sujets sont trop jeunes, trop pauvres ou trop malades pour consentir librement, qui parle en leur nom? Si un traitement potentiel contre, disons, Alzheimer nécessitait d'injecter la maladie à des volontaires, l'accepterions-nous? Les résultats de Willowbrook doivent-ils être enseignés comme avancés ou comme crimes? N'hésite pas à me partager ta ligne rouge et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, on quittera les couloirs délabrés pour les labos étincelants de la Silicon Valley. 100 jeunes transfusés, éditage de télomères, cerveau téléchargé, mythe ou prochaine révolution. On explorera alors ensemble la quête d'immortalité de l'homme et des milliardaires de la tech.